Voilà. Bien écoutez, bonjour à tous. Merci de participer en ce jour du 1er février 14 heures à ce petit webinaire sur la partie PNXDB. Euh, je remercie également ceux qui sont levés tôt, parce que je vois qu'il y a des personnes outre-Atlantique, hein, donc ça peut faire peut-être un peu de bonheur pour eux. Merci à eux. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu ce que propose Nutanix, parce que Nutanix fait énormément de choses, et parmi son nombreux portefeuilles de services, on a la possibilité d'avoir une plateforme de database de services. Euh, Ça fait partie des produits en fait qui sont arrivés en dernier dans le portfolio. On fera un focus notamment sur la valeur ajoutée qu'offre ce produit par rapport aux autres et ce petit côté transversal que tout le monde cherche aujourd'hui sur ces parties bases de données. Je vais vous partager mon écran. Voilà, ce sera plus confortable. Euh, bon, je me présente rapidement, hein, Cédric Girard, je suis directeur général des sociétés de Siam et Chouette, et je me suis gardé notamment chez Siam la casquette de responsable de la BU avant-vente. Pour vous redépendre Siam en synthèse, hein, société qui a été créée en 2013, pour lequel, et vous allez le voir sur les slides qui suivent, on s'est spécialisé sur la globalité de tout ce qui pouvait desservir une infrastructure, des systèmes et réseaux avec une approche cloud native au travers de différentes solutions pour lesquelles on est exclusif en termes de déploiement. Je vais vous expliquer le contexte. Euh, L'idée, c'est notamment pour nous d'offrir en fait la même vision à la totalité de nos clients, ce qui nous permet notamment d'avoir un support de qualité au travers de prestations de MCO allant jusqu'à de l'astreinte 24/24, 7/7. On n'a pas forcément de typologie de clients identifiés aujourd'hui, aussi bien du groupement scolaire que des parcs d'attractions, que du secteur de la santé, au secteur industriel. L'idée, encore une fois, hein, c'est que sur toutes ces activités-là, il y a toujours ce côté transversal que représente un système d'information, et notamment sur sa partie infrastructure, avec l'évolution qui nous tient tant à cœur aujourd'hui, à savoir est-ce que oui ou non on va évoluer pour toute ou partie vers des plateformes de cloud privé ou cloud public, avec une connotation on-premise sur site pour lequel on a besoin en fait, d'une partie de ce système applicatif, le plus souvent stocké directement chez soi. Ce qu'il fait aujourd'hui, et ce d'une manière générale, c'est de pouvoir vous distribuer un certain nombre de produits qui sont complémentaires les uns les autres, et notamment depuis plus de 10 ans maintenant, puisqu'on a fêté nos 10 ans en septembre dernier, la partie Nutanix, qui vous permet notamment de pouvoir avoir une plateforme de cloud d'entreprise, que ce soit chez vous ou en dehors. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un équivalent d'Azure, d'Amazon ou de GCP, mais directement chez vous ou sur une partie cloud publique en fonction de la composition de votre SI. Derrière, on va vous proposer les solutions IQ pour toute la partie backup, aussi bien pour l'infrastructure qui est chez vous, mais également pour tout ce qui est application en mode SaaS, pourquoi pas des services Microsoft 365, du Salesforce, de l'Okta, du Jira, etc., etc. On va vous proposer également de la partie Cato Networks, qui est une plateforme SASI qui va vous permettre de conjuguer la partie sécurité et la partie connectivité de l'ensemble de votre SI, avec la possibilité notamment de pouvoir externaliser toute ou partie de vos backups sur du stockage on-premise, externaliser le protocole S3 sur du Wasabi, dans des data centers en France, mais également de pouvoir commencer à étendre vos SI directement de vos sites, de votre siège, de vos sites, de votre data center, vers des plateformes de type cloud privé franco-française type OVH ou des plateformes de cloud public que vous connaissez déjà aujourd'hui. D'un point de vue stratégie, on représente tous les sites de la même manière, à savoir qu'on part du principe où généralement on est VM centrique, c'est-à-dire qu'on essaie de virtualiser un maximum son SI pour beaucoup plus de portabilité. On essaye de protéger en interne avec des couches de micro-segmentation, Nutanix, notamment sur la totalité de ces machines virtuelles pour filtrer les flux entrants et sortants, mais côté LAN.
fois que cette partie protection VM-centrique est mise en place, on a la possibilité derrière de pouvoir activer toute ou partie du portfolio de services que propose Nutanix, que ce soit sur des services de fichiers, que ce soit sur du stockage objet, que ce soit sur du container à base Kubernetes, euh, de, de la virtualisation de poste de travail et bien évidemment la partie database qui nous anime aujourd'hui, pour voir un petit peu plus après dans les minutes qui suivent. Bien évidemment, on sauvegarde l'ensemble avec la partie IQ, quelle que soit encore une fois la localisation géographique de vos workloads, aussi bien chez vous que sur des acteurs de cloud privé ou cloud public. Bien évidemment, avec les couches qui sont innées à Nutanix, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place du disaster recovery, des démarches DevOps avec les marketplaces d'entreprise, pouvoir déployer très rapidement n'importe quelle ressource au sein de votre SI, avec toujours et encore une fois une connotation multi-cloud. L'idée, encore une fois, hein, c'est de protéger l'ensemble, comme je vous disais avec Cato, qui va vous permettre derrière de pouvoir accéder à votre site n'importe où sur le globe avec des temps de réponse minimum qui vont bien pour avoir un site performant. Puis on a également développé d'une manière générale un produit qui s'appelle Chouette, qui va pouvoir venir en fait monitorer l'ensemble en vous restituant votre SI, en le cartographiant avec un environnement 3D qui vous est propre et qui est le parfait jumeau numérique de ce que vous pouvez avoir dans votre SI. Je passe rapidement dessus. Bien évidemment, service, intégration de MCO, on a toutes les certifications qui vont bien, en sachant qu'on a le plus haut niveau sur les différentes briques applicatives que je viens de citer. On arrive au concret, c'est ce qui nous anime aujourd'hui, à savoir la plateforme Nutanix Database et qu'est-ce qu'elle apporte. Alors, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Nutanix Database, c'est quoi? C'est tout simplement un portefeuille de services qui va vous permettre de fournir la plupart des moteurs de base de données qui peuvent être utilisés aujourd'hui. On va y retrouver de l'Oracle, des SQL Server, du PostgreSQL, du MySQL, du MariaDB, du MongoDB. Et vous allez pouvoir gérer la totalité de vos serveurs, la totalité de vos bases au travers d'une console développée en HTML5 avec la possibilité de pouvoir sauvegarder, de pouvoir restaurer le tout le plus simplement possible. L'idée aujourd'hui, c'est pas forcément de dire qu'on n'a plus besoin de DBA. Nutanix Database ne viendra pas faire de l'optimisation de requêtes. Par contre, sur toute la partie infrastructure, vous allez pouvoir provisionner des serveurs, vous allez pouvoir les clusteriser, vous allez pouvoir sauvegarder, restaurer les bases de données, n'importe quel point dans le temps, au travers d'une seule et même console, quel que soit le moteur. Pour en rentrer un petit peu plus dans le détail, on va d'abord redéfinir un petit peu ce qu'est une base de données. Alors, une base de données, c'est quoi? C'est tout simplement et d'abord forcément un serveur. Un serveur qu'il soit physique ou virtuel, composé de CPU, de RAM et de disque. Bien évidemment, derrière, on va y apposer un système d'exploitation, que ce soit du Windows Server ou une distribution Linux. Derrière, une fois qu'on a installé tout ça, on va pouvoir commencer à installer l'application, le moteur de base de données que vous aurez choisi. Encore une fois, hein, quels que soient les moteurs que je viens de préciter, le principe est exactement le même. Vous avez toujours la partie application contenant le moteur. Puis après, derrière, vous allez avoir une ou plusieurs bases de données sur ce serveur qui vont stocker vos données de votre SI, pour lequel derrière, vous allez avoir, alors, en fonction des moteurs, la terminologie est un peu différente. Mais l'idée, c'est que ce soit des logs, des archives, des redos, des journaux de transaction, on a toujours ce même phénomène, cette même manière de travailler pour que l'on puisse potentiellement recalculer l'intégrité de la base de données à un instant T. Sans oublier derrière la partie réseau, puisque bah, c'est bien beau d'installer des serveurs de base de données, de stocker les données métiers du SI, mais pour autant, il faut les rendre accessibles. Encore une fois, sur cette partie réseau, il peut y avoir différents profils applicatifs. Ça peut être des réseaux dédiés à la peut-être que vous avez mis en place de la segmentation, voire de la micro-segmentation dont on va reparler juste après,
qui vont vous permettre notamment de sécuriser davantage au travers des couches réseau l'accès à ces différents niveaux d'information en fonction de leur environnement, comme la production, staging, pré-prod ou des environnements applicatifs divers et variés. Et pour piloter tout ça, ben, on a besoin de nos chers DBA aujourd'hui. Alors, pour les structures qui peuvent se permettre d'avoir un DBA qui opère pour eux, le résultat est souvent le même, à savoir qu'on constate quoi? On constate que les DBA aujourd'hui sont des compétences qui sont plutôt rares, notamment en fonction de différents moteurs. Sur la partie SQL Server, c'est un petit peu plus simple. Et dès lors que vous allez commencer à tomber sur du PostgreSQL, sur de l'Oracle, là, tout d'un coup, les profils sont déjà nettement moindres. Et qui dit nettement moindre, ces profils-là sont extrêmement recherchés et donc extrêmement volatiles. Puisque maintenant, aujourd'hui, on a pas mal de chasseurs de tête qui viennent essayer de débaucher en fait ce type de compétences pour pouvoir justement retravailler et optimiser ce monde de la base de données euh, pour différents axes de travail, hein. Mais on va le voir, et je tiens à réinsister aujourd'hui, Nutanix Database n'est pas là pour remplacer un DBA, puisqu'on va s'arrêter uniquement sur la couche infrastructure. Et qui plus est derrière, sans oublier, généralement pour les profils externes, euh, le salaire moyen est quand même nettement supérieur par rapport aux autres types de profils, d'où le fait que cette notion de DBA aujourd'hui est à prendre en considération lorsqu'on détermine quel est le moteur que l'on va prendre pour son application métier, comment on va gérer la partie réplication, la partie sécurité, la partie évolution, maintenance dans le temps de ces serveurs de base de données. Donc si j'en reviens à ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir comment est composé aujourd'hui un serveur de base de données, il n'en reste pas moins qu'il faut rester vigilant sur la partie sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que autant on a l'habitude, malheureusement dans l'actualité, d'entendre que telle ou telle société se sont fait avoir par des ransomware, bien souvent parce que sur la couche du système d'exploitation, des failles n'ont pas été corrigées, euh, des failles qui ont donc été exploitées par ces ransomware qui sont permis de s'introduire en fait dans les SI. Mais pour autant, ça peut également être d'autres applications installées sur ces systèmes d'exploitation qui permettent du coup à la main aux assaillants de pouvoir prendre le contrôle du système d'exploitation. Et pour autant, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément à négliger, autant on a l'habitude d'entendre des ransomware qui exploitent les vulnérabilités pardon, que l'on vient de citer, autant il y a des nouveaux modes de ransomware, et je prends l'exemple notamment sur l'année 2022, sur lequel on a entendu parler d'un ransomware qui s'appelle Maggie, qui tout simplement venait remplacer une DLL d'un binaire de SQL Server et qui pouvait du coup provoquer l'infiltration d'un ransomware. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant on avait l'habitude auparavant d'avoir des antivirus sur les postes de travail, sur les serveurs, qui permettaient en partie de se protéger à ce niveau-là. Maintenant, il nous faut des EDR, des XDR qui permettent d'aller plus loin, notamment en termes d'analyse de flux comportementaux sur la partie système d'exploitation. Autant maintenant, il faut également aller encore plus loin et faire attention à cette fameuse partie de base de données qui, du coup, est susceptible d'être un vecteur d'attaque sur lequel, qui plus est, lorsqu'on a un serveur de base de données, on a plutôt tendance à dire, OK, maintenant il fonctionne, il est certifié par l'éditeur en question, on n'y touche plus, ou de la sécurité dans le temps, puisque ben, bien souvent, lorsqu'il est installé, le temps passant derrière, ben, plus le temps passant, plus on s'expose à des vulnérabilités. Donc, qui dit sécurité, dit, comme je vous disais également, euh, permettre directement dans les couches basses, au travers des couches Nutanix, on change un petit peu de brique logicielle, mais sachez également qu'on a des vecteurs de protection directement dans les couches basses au travers de la microsegmentation, au travers également d'un produit qui s'appelle Security Central, qui vous permettront, notamment sans effort de votre part,
de pouvoir détecter tout ce qui est attaque en brute force, tout ce qui est canaux de communication allant de vos VM vers des serveurs d'IP anonymes sur Internet, etc., etc. Et ça, c'est le produit qui le fait directement pour vous. Donc, strictement rien à faire, il n'y a pas d'agent à installer, etc., etc. Donc la microsegmentation ne viendra pas remplacer le bon sens qui est de pouvoir positionner des mises à jour et ce de manière régulière avec le minimum d'impact possible sur la production. Mais sachez que c'est un composant qui est hyper intéressant à aujourd'hui parce que très facile à mettre en place. Il ne réduit pas les performances et qui vous permet de pouvoir sécuriser la globalité de vos VM, au moins dans les couches basses. Et derrière, si on reprend encore une fois ce qu'est un serveur de base de données, comment NutanixDB va aujourd'hui vous permettre de vous faciliter la vie sur la totalité de ces briques-là une fois qu'elles sont conjuguées, ben, tout simplement en vous permettant de sélectionner en fait des profils qui sont catégorisés de manière différente, notamment sur la partie compute pour reprendre la partie CPU, RAM et disque, même si le disque aujourd'hui est un faux problème lorsqu'on travaille avec du Nutanix. Également avoir un profil software qui va inclure la partie système d'exploitation, mais également toute la partie base de données. On va voir que on peut également subdiviser les différents critères de choix pour déployer un serveur de base de données une fois qu'on est dans l'assistant. Et bien évidemment, donc, pour en terminer, un profil réseau qui va vous permettre de spécifier exactement où est-ce que vous souhaitez positionner votre serveur ou vos bases de données contextualisé d'un point de vue réseau, puisque encore une fois, on a également des leviers de sécurisation à travers de ces fonctions. Derrière, qui dit sécurité, dit également SLA. Alors, ce qui est intéressant avec Nutanix DB, c'est que vous allez pouvoir définir des SLA, c'est-à-dire que vous allez exprimer votre besoin au travers de l'interface web. Par exemple, ici, j'ai fait une SLA qui s'appelle Siom, pour lequel je lui dis quoi? Ben, tout simplement, je veux que dans les journaux de transaction, je puisse remonter à n'importe quelle seconde dans le temps sur les 30 derniers jours. Je veux également des points de restauration, à savoir la possibilité de restaurer à J-7, restaurer n'importe quel snapshot à S-2, à M-2 et sur le dernier trimestre. Donc là, encore une fois, j'exprime un besoin. Je ne parle absolument pas d'un moteur de base de données. Je n'utilise pas le lexique qui est propre au moteur. Je ne fais qu'exprimer un besoin. Et ce besoin va pouvoir se traduire d'un point de vue opérationnel par la plateforme directement en opération de configuration en fonction des moteurs. C'est quelque chose qui a quand même sa plus-value, puisque derrière, encore une fois, on n'a pas besoin d'être DBA pour avoir la maîtrise de la sécurité quant à l'intégrité de ces bases de données. Si on reprend un petit peu du coup le déroulé du fonctionnement de Nutanix DBA aujourd'hui, ben, tout simplement, on va sélectionner quels sont le ou les moteurs que l'on souhaite déployer avec le niveau de haute disponibilité que l'on souhaite. Une fois qu'on a choisi ce que l'on voulait, ben, on va pouvoir sélectionner du coup ces fameux profils software, profils compute, profils réseau. Une fois qu'on a terminé cela, alors bien évidemment, on va rentrer deux, trois noms d'instances, deux, trois noms de bases de données si on part from scratch. Mais l'idée après derrière, c'est de laisser la main à Nutanix DB qui va faire quoi? Qui, tout simplement, d'un point de vue déroulé et suivi des étapes, va vous permettre, au travers de l'interface web, de pouvoir exprimer votre besoin en termes de consommation de ressources. Puis après, derrière, c'est Nutanix DB qui va faire quoi? Qui va créer une machine virtuelle pour vous, qui va créer les bases de données, qui va gérer le système de log, alors, les redos, les journaux de transaction, patati patata, qui va piloter également la partie snapshot pour potentiellement faire des clones, des restaurations ultra rapides, et qui va vous permettre également de pouvoir enregistrer des VM ou des bases de données qui sont déjà existantes, vous permettant ainsi et ensuite de pouvoir gérer les clones, les rafraîchir, etc., etc. Très rapidement, aujourd'hui, le fonctionnement de Nutanix DB, pour autant derrière,
ce qu'il faut considérer, c'est que lorsqu'on déploie un serveur de base de données, on peut potentiellement soit le déployer en mode single, c'est-à-dire qu'on a juste besoin d'un serveur hébergeant une ou plusieurs bases, ou alors on a besoin d'offrir de la sécurité. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que NutanixDB va vous permettre, au travers de ces moteurs-là, qui sont gérés aujourd'hui par la plateforme, d'autres moteurs vont arriver, mais vous allez pouvoir déployer très simplement de l'Oracle comme Oracle Cluster au travers de la couche RAC, pareillement sur la partie SQL Server, pareillement sur la partie Postgre, pareillement sur la partie MongoDB. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous n'aurez pas de compétences particulières pour provisionner, pour utiliser l'interface qui va vous permettre d'offrir un haut niveau de disponibilité par rapport aux moteurs qui sont précisés sur ce slide. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le moteur, il n'y a pas besoin de formation particulière, encore une fois, vous allez pouvoir créer des clones de machines virtuelles ou de bases de données. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir une interface graphique, pardon, qui vont vous permettre de pouvoir déclencher des snapshots, soit à volonté, soit avec une stratégie de snapshot, hein, c'est tous les jours, toutes les 4 heures, toutes les heures, bref, on fait un petit peu ce qu'on veut, en plus de la réplication continue. Et vous allez avoir une interface très graphique qui vont vous permettre derrière de pouvoir sélectionner au travers d'un système de time machine le snapshot qui vous convient. Donc, vous pouvez descendre jusqu'à la seconde avec notamment la partie, la partie continue que représentent les journaux de transaction. Et derrière, encore une fois, quel que soit le moteur. Une utilité qui peut être relativement intéressante, notamment lorsqu'on fait de la BI, lorsqu'on fait des tests de pré-production, de staging ou autre. On a également la possibilité de pouvoir, à intervalles réguliers, rafraîchir des serveurs ou rafraîchir des bases de données provenant d'une source. Je prends un exemple, vous avez une base de données de production, vous souhaitez par exemple que tous les jours à 1 heure du matin, vous en fassiez un clone pour que votre équipe de dev puisse travailler avec des données fraîches sans avoir à développer quoi que ce soit. Et là, NXDB vous offre la possibilité, et encore une fois, quel que soit le moteur, de pouvoir programmer un refresh de la donnée au moment que vous souhaitez, avec l'itération que vous souhaiterez. Et là, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, exprimer un besoin au travers d'une interface web, et c'est NutanixDB qui va s'occuper du reste. Petite chose aussi qui peut être relativement intéressante pour ceux qui ont une petite connotation DevOps, c'est que quelles que soient les opérations que vous allez utiliser dans NutanixDB, vous avez un petit bouton qui s'appelle API Equivalent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un portail d'automatisation, alors vous pouvez utiliser un portail qui s'appelle anciennement Nutanix Calm, qui aujourd'hui s'appelle Self-Service, qui va vous permettre notamment de pouvoir déployer toute partie de vos serveurs de base de données avec des requêtes API qui sont déjà en fait préconfigurées, puisque ce que vous allez faire dans le formulaire va se retrouver dans le JSON qui va être généré pour faire l'appel à l'API. Encore une fois, on est là pour gagner du temps, mais vous pouvez très bien imaginer chaîner différentes actions avec des appels API générés par NutanixDB. On va discuter, si vous le souhaitez, en fin de ce webinaire au travers de différentes questions sur cette fonctionnalité. Autre fonctionnalité qui est très intéressante sur la partie DB, et on en parlait tout à l'heure sur la partie sécuritaire, c'est le fait de pouvoir patcher directement vos serveurs de base de données, que ce soit sur la couche du système d'exploitation ou directement sur le moteur de base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez des KB ou des cumulative updates que l'on peut retrouver sur différents systèmes d'exploitation, mais également sur les moteurs de base de données, eh bien, tout simplement, NutanixDB va vous permettre derrière de pouvoir faire des montées en version. Donc, vous allez pouvoir sélectionner les packages que vous souhaiteriez voir mettre à jour au travers des serveurs qui sont déjà déployés. Et vous allez pouvoir programmer, si vous le souhaitez, ou le faire manuellement one-shot, ces mises à jour
de manière planifiée au travers de fenêtres de maintenance. On peut très bien dire, ben voilà, pas cette mise à jour pendant les fenêtres de maintenance qui sont le dimanche matin de 10h à 16h. Et ça, encore une fois, quel que soit le moteur. NutanixDB aujourd'hui est le premier à fournir ce type de service, notamment sur la couche Oracle. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir desservir cette mécanique, cette philosophie, sens d'ailleurs, au travers d'une interface qui est intuitive et qui va vous permettre, encore une fois, de gérer de manière transversale les différents moteurs que l'on a précisés précédemment. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de théorie, on arrive à la moitié du webinaire. Ce que je vous propose, c'est de prendre directement euh, la petite démo qui va bien, puisque l'expliquer, c'est une chose, le voir, c'est encore mieux. Alors, laissez-moi me connecter à les petites consoles qui vont bien. Donc, Nutanix Database hop, dessus. Hop, non. Et je vais également prendre la main sur le cluster. Et derrière, on voit un petit peu ce qui se passe de manière automatique. Voilà. Sur une console Nutanix, sur lequel on va avoir différentes VM qui sont déjà déployées. On est sur de l'Intel, cette fois-ci matériellement parlant. On a trois autres dans ce cluster. Et je vais vous montrer directement les quelques VM qui sont déjà déployés. On a déjà quelques serveurs de base de données qui sont là, qui peuvent héberger une ou plusieurs bases. On a différents moteurs, du Postgre, du MySQL, du MariaDB, etc., etc. Déployés directement par Nutanix DB. Ça, c'est la vue cluster. Ce qui va nous intéresser notamment dans cette vue-là, c'est de voir un petit peu comment s'articule la gestion d'une pluralité de moteurs de base de données et comment vous allez pouvoir notamment structurer ces fameuses euh, bases de données. Je vais également prendre la main sur, hop là, sur ce serveur-là qui va me permettre derrière de pouvoir accéder à un client SQL pour la petite démo. Hop. On va y retrouver quoi? Là, j'ai deux serveurs SQL Server, dans ce cas précis, sur lequel j'ai un petit peu de base de données. J'ai un serveur en Windows Server 2022 avec SQL 2022. Comment? Vous voyez pas. Alors, si on ne voit pas, tac, 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 c'est dire quoi? C'est là que j'ai peut-être pas partagé la bonne chose. Ok, est-ce que je peux partager? Ah, c'est l'écran que je n'ai pas partagé. Pardon. Hop là. Est-ce que c'est mieux, Manuel? C'est parfait. Merci, Manuel. Comme je vous disais, on est sur un client, une machine virtuelle qui a le client SQL Server, pour lequel on voit un serveur 2022 avec SQL 2022 et la même chose en version 2019, à savoir Windows Server 2019 et SQL 2019. On voit quoi? On voit différentes bases de données qui sont précisées ici. Et l'idée, c'est de faire un petit peu de muse avec une DB pour voir comment se comporte euh, cette partie de base de données. Si je reviens encore une fois sur NutanixDB, on va y retrouver ici donc, une vue générale, listant notamment les différentes bases de données qui sont gérées et maintenues par NutanixDB. Ça n'empêche pas que vous pouvez en avoir d'autres, mais aujourd'hui, je ne les ai pas enregistrées dans NutanixDB. On voit également l'âge de la data, bon, c'est une plateforme que j'ai récemment déployée, etc., etc. Ce qui va nous intéresser notamment, c'est de voir que on a différents moteurs gérés par une même interface, sur lequel notamment on a du SQL Server, du MariaDB, du Postgre et du MySQL. Ce qui va nous intéresser notamment sur la partie database, c'est de voir les fameuses bases de données qu'on voyait précédemment enregistrées directement dans NutanixDB. Donc, vous allez pouvoir faire quoi? Tout simplement préciser les différentes
SLA dont on a parlé tout à l'heure. Et avant de parler de SLA, on a ce qu'on appelle la time machine, que je vous expliquais tout à l'heure. La time machine, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir une base de données monitorée, gérée, maintenue par NutanixDB, qui va vous permettre de voir un petit peu d'une manière linéaire et d'une manière temporelle quelles sont les différentes possibilités de restauration, puisque en vert sont symbolisés ici la gestion des journaux de transaction qui va vous permettre de remonter à n'importe quel point dans le temps. Des snapshots qui ont été faits manuellement, etc., etc. La partie SLA dont je vous parlais tout à l'heure va vous permettre, comme je vous le disais, de pouvoir éditer vos propres SLA que vous pouvez modifier à chaud d'ailleurs et que vous allez pouvoir attribuer à un ou plusieurs serveurs de base de données, encore une fois avec un contexte transversal multimoteur. Et là, encore une fois, pour exprimer un besoin, Nutanix s'occupe du reste. Et tout simplement, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir différents profils applicatifs. Les différents moteurs dont je vous parlais tout à l'heure, on a un profil avec du Windows Server 2019 et SQL 2019, Windows Server 2022 et SQL 2022, etc., etc. Comme je vous l'expliquais, on a la possibilité de pouvoir patcher ces différents moteurs, puisque, notamment lorsque je clique sur cette partie-là, j'ai précisé le fait de pouvoir notamment patcher les serveurs de base de données ayant ce profil software-là avec le KB 502 93 77 qui inclut le fixe des différentes vulnérabilités. OK? L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire, ben, OK, si demain j'ai un autre KB qui vient nouvellement d'arriver, je fais create et j'ai la possibilité ici d'aller chercher l'exé qui va bien, soit sur mon PC, soit sur un file serveur, de pouvoir y associer différentes notes et de pouvoir ensuite le publier comme nouvelle mise à jour, nouvelle correctif à passer directement sur tous les serveurs de base de données qui ont été déployés depuis ce profil. D'accord? On a également la possibilité derrière de pouvoir bénéficier de la conjugaison entre NutanixDB et les couches de stockage et de virtualisation de stockage proposées par Nutanix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable ici, par exemple, d'avoir plusieurs bases de données et de pouvoir cloner ces bases de données sans pour autant faire un x2, x3, x4, x10 au niveau de la consommation de l'espace disque. L'idée, c'est quoi? C'est que NutanixDB pilotant la partie base de données, mais également pilotant la partie stockage, est capable de snapshotter l'intégrité de votre base de données et de pouvoir donc la dédupliquer en termes d'empreinte sur la consommation de votre stockage. Ce qui fait qu'une base qui fait, par exemple, 5 Tera, lorsque vous allez la cloner, ben, on ne va enregistrer factuellement que les blocs de données qui vont être modifiés depuis le snapshot. D'où le fait de pouvoir économiser grandement, un, de l'espace disque, mais également de la performance. Si, par exemple, on va faire un petit exercice, hein. J'ai ma base Contoso qui est ici. Je souhaiterais faire quoi? Ben, tout simplement pouvoir la cloner à un instant T, et voire l'automatiser avec, tiens, on va faire on l'a pas vu tout à l'heure, un petit refresh à J-1. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais directement dans ma time machine, je sélectionne du coup la partie Contoso qui va bien. On voit déjà qu'on gagne avec un ratio de 1 pour 2 l'espace de stockage, puisque j'ai déjà des clones de cette base de données-là. Et je vais lui dire quoi? Ben, je vais lui dire, je veux créer un clone de ma base de données. Jusque-là, pas de problème. Et donc là, j'ai le choix. Comme je fais de la gestion de mes journaux de transaction, j'ai le choix entre soit choisir un intervalle sur cette plage-là. Par exemple, je voudrais le restaurer à 11h47. Je clique sur cette interface graphique. 11h47 se sélectionne. Et je vais donc cloner ma base de données à 11h47. Et si je veux préciser les secondes, je peux venir directement ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais ensuite Next. Je vais lui dire quoi? Bah, je veux lui dire que je vais réutiliser un serveur qui est déjà existant aujourd'hui, à savoir celui qui héberge notamment la base de données source. Je pourrais potentiellement et également créer un nouveau serveur de base de données si je le souhaite. Le mettre dans un profil réseau complètement séparé. Je fais absolument ce que je veux. Ensuite, comment je procède?
je fais encore une fois un petit coup de next, et donc là, j'ai la possibilité de donner un nom à ma nouvelle base de données. La petite particularité sur cette dernière, c'est que je vais faire quoi? Je vais activer le refresh automatique de ma base de données à intervalles réguliers. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui dire, tiens, je voudrais créer ce clone de base de données avec une fraîcheur de données à J-1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais lui dire, refresh ma base de données tous les jours. À quelle heure? Allez, je vais le faire la nuit, comme ça je gênerai, je pense, personne. Et c'est parti. Je peux ajouter la petite description si j'en ai envie. Je fais clone. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai pas fait mon boulot correctement, parce que derrière, hop là, j'ai déjà une base qui s'appelle Contoso. Merci NutanixDB d'avoir corrigé mon erreur. Je viens de corriger mon erreur, je fais clone, et NutanixDB s'occupe du reste. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir des opérations qui sont lancées. Derrière, je vais aller tout de suite, euh, pardon, c'est là, sur mon serveur qui va bien. Je vois ici que j'ai mon compte SO. J'ai également les J-3, J-7 que j'avais déjà créés. Je vais faire un petit refresh, hop là, et je vais voir que dans peu de temps, l'opération va commencer à apparaître. Alors, comment ça se passe, hein? Typiquement, je peux voir, suivre un petit peu ce qu'il va faire directement ici. Et je vois les différentes étapes que NutanixDB va orchestrer pour moi pour cloner la base de données. Encore une fois, hein, que ce soit de l'Oracle, du SQL Server, du Postgre, du MySQL, c'est exactement la même philosophie, les mêmes étapes, la même interface. Allez, je suis convaincu que derrière c'est déjà lancé. Je vais faire un petit refresh. Qu'est-ce que je vois ici? Effectivement, j'ai une base de données Contoso J-1 qui est en mode restauration. Donc là, encore une fois, je n'ai strictement rien fait côté SQL Server. Je ne suis absolument pas DBA en tant que tel. Je sais pour autant cloner et rafraîchir à intervalles réguliers. Je peux mettre ou non sur le même serveur et qui va du coup me permettre à certaines de mes équipes de pouvoir travailler non pas sur des données de production, mais sur un clone ayant des données fraîches qui, du coup, vont être régénérées à intervalles réguliers par rapport à une stratégie dont j'ai exprimé le besoin dans l'interface web. D'accord. Là, ça va prendre un certain temps en fonction des différentes étapes. Et l'idée, c'est de constater qu'à aujourd'hui, c'est le produit qui le fait pour vous. Alors derrière, on a tout un tas de serveurs de base de données qui tournent, hein. J'aurais pu le faire sur différents niveaux. Si j'en reviens notamment sur les serveurs de base de données, j'en ai un certain nombre qui sont déployés. Je disais, notamment sur celui-ci, qu'est-ce que je vais y retrouver? Ben, la fiche d'identité du serveur en question. Donc, je retrouve les différents messages qui ont pu avoir lieu sur les petits tests que j'ai faits. J'y retrouve bah, la fiche d'identité avec le nom de l'instance, quand est-ce que je l'ai enregistré auprès de MDB, le mode d'authentification qui est propre à SQL Server. On va donc identifier le moyen de se connecter directement à la console du serveur de base de données en question, de pouvoir s'y connecter en RDB avec une procédure automatiquement générée, de voir le nombre de bases de données qui sont déployées dessus et voir si effectivement ce sont des bases de données sources ou des clones qui sont liés à des bases de données sources, etc., etc. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ici, j'ai la possibilité de voir que sur le profil software, j'ai une mise à jour, donc le fameux KB que j'ai publié ce matin, et que j'ai la possibilité de faire un update. Alors, un update, ben, tout simplement, je vais pouvoir choisir quel update je veux, donc je vais choisir mon profil applicatif et quelle version je souhaite. Je lui ai donné le nom du KB en question, et donc là, j'ai la possibilité de soit l'appliquer maintenant, soit le faire plus tard, en précisant une heure, par exemple, spécifiquement, si par exemple j'ai envie de le faire cette nuit, bah, c'est lui qui va le faire pour moi cette nuit. D'accord. Donc l'idée c'est quoi? Tiens, je vais le faire à 16h43 et 46 secondes.
je dis que j'ai bien fait attention à tout ce que j'ai lu en copiant, collant euh, le nom du serveur qui va bien, et je fais un update. Là, encore une fois, j'ai terminé. L'update, l'installation du patch en question va se faire tout seul. Donc, je vois effectivement que j'ai une opération qui est planifiée à l'heure où, donc je l'ai précisé, pour une mise à jour de la partie software. Alors, n'hésitez pas à poser des questions directement dans la section questions-réponses. Si j'en reviens à mon serveur de base de données qui est ici, sur lequel j'ai programmé euh, le fait d'avoir un refresh d'une base de données source avec un refresh à la J-1, si je fais un petit refresh ici, je vois que ça y est, ma base de données Comptoso J-1 est accessible. Je vois quoi? Je vois mes différentes tables derrière, qui sont l'exacte copie de ce que je peux avoir juste au-dessus. Ok. Encore une fois, je vous répète, je ne suis pas un administrateur de base de données. Pour autant, derrière, j'ai réussi euh, à automatiser le refresh d'une base, tout simplement en exprimant un besoin. Et je pense que vous l'avez vu au travers des différentes interfaces. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Et encore une fois, ce qui est hyper intéressant avec ce type de produit, c'est que c'est la même interface, quels que soient les moteurs. Il n'y a pas besoin de niveau de formation supplémentaire pour y arriver. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si on revient du coup sur la partie database, je vois toujours mes bases de données sources qui sont ici. Et dans ma partie clone, ben, je vois mon compte Ozo à J-1 qui apparaît ici. Alors vous allez me dire, ben, OK, on le fait de manière automatisée. Comment je fais tout simplement pour le faire de manière manuelle? Et qu'est-ce qui va se passer si par exemple dans mon compte Ozo J-1, une petite blague, j'arrive ici, compte Ozo J-1, hop, je supprime directement ma base de données. J'ai fait une mauvaise manip, pas de bol, je fais delete backup. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, grosso modo, si je fais un petit refresh, ma compte Osso J-1 a disparu. Mince. Que j'ai supprimé une table, que j'ai supprimé la base, peu importe le type de boulette que l'on a fait, on a juste à venir ici, puisque même si je fais un petit refresh, ma base de données spécifiquement liée à ma time machine que j'ai fait tout à l'heure est toujours présente. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un refresh. C'est-à-dire que derrière, je vais donner l'action, hop là, il n'y a pas d'effet démo, hop là, je vais faire un petit refresh là-dessus. Je vais lui, du coup, ressaisir mon besoin, à savoir, est-ce que je veux revenir à un point spécifique dans le temps? Allez, je vais me le mettre à 9h13 cette fois-ci. Ou est-ce que je me base sur un snapshot, d'accord, que j'aurais fait manuellement? Là, je vais revenir ici, je vais choisir par exemple 9h32, je fais refresh, et j'ai terminé. D'accord. C'est encore une fois NutanixDB qui va le piloter, le fait de pouvoir cloner ma base de données spécifiquement à la seconde que je vais spécifier, par rapport, encore une fois, à un besoin que j'ai exprimé au niveau de mes SLA. D'accord? On ne parle pas du tout de moteur dans toutes ces interfaces. On est vraiment là pour exprimer un besoin. NutanixDB s'occupe du reste. Je reviens du coup, encore une fois, sur mon serveur de base de données. Je fais le petit refresh qui va bien. Et d'ici quelques secondes, si je regarde un petit peu les opérations qui sont en cours, là, je vois que mon refresh, le clone, a bien été lancé. On va voir que ça va pas tarder au niveau déroulé, que les étapes vont se compléter une à une. D'accord. L'idée, encore une fois, hein, c'est j'exprime mon besoin, Nutanix s'occupe du reste, et je n'ai pas besoin d'avoir de compétences particulières pour faire des opérations compliquées.
C'est vrai qu'on a une question de Julien Chantozo. Où Ouais. se retrouvent les fichiers MDF et LDF, pardon. C'est toujours sur les partitions Windows dédiées ou c'est vraiment Nutanix qui les stocke de son côté sans finalement qu'on se pose la question. Nutanix pilote chaque nouvelle DB, mais peut-il prendre le lead sur un DB existante? Alors, il y a quelques petites règles sur cette partie-là. Lorsque vous partez en fait d'un serveur qui est déjà existant, il y a quelques petits prérequis pour pouvoir l'importer et le gérer au travers du Unix MDB. Alors, vous me direz, c'est des prérequis plein de bon sens. Pour autant, il faut quand même les considérer. Typiquement, lorsque vous souhaitez récupérer dans NDB des VM SQL Server qui sont déjà déployés sur du Nutanix, alors ça ne fonctionne qu'avec des VM sur Nutanix, c'est important de le préciser. Et dans les spécifications, il faut que la partie data et la partie logs ne fassent pas partie de la partition C. Alors vous me direz, c'est juste du bon sens, mais pour autant, il est important de le préciser. Après, derrière, en fonction de la volumétrie des tailles, c'est Nutanix qui s'occupe de tout. Il faut savoir que pour augmenter le niveau de performance, généralement, on est considéré de créer plusieurs V-disques, de les agréger et de les mettre à disposition de l'OS que l'on puisse écrire notamment la partie data et la partie journaux de transaction sur les volumes séparés. On va voir hein, tout simplement comment NutanixDB euh, a fait pour gérer le serveur en question. On va prendre directement la main dessus. On voit qu'il s'appelle WS 2019, SQL 2019. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller jeter un petit coup d'œil directement ici. Alors, on va le retrouver hop, par là. On va le voir là. On va prendre la main directement sur la console et on va se loguer. On va regarder un petit peu le système de partitionnement. Je vais vous montrer comment s'articule le système. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est NutanixDB qui va directement créer autant de volume qu'il est nécessaire pour les différentes bases en fonction de la volumétrie. Là, grosso modo, j'avais mis des profils de 1 Tera et je lui avais indiqué dans le profil software de créer en fait des nouveaux volumes en fait, par base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on vient ici, on va y retrouver un des disques dans lequel on va retrouver par base de données les data et la partie journaux de transaction. Typiquement, là, on est sur le volume F. Si je vais sur les volumes suivants, je vais prendre le G par exemple, on va regarder dans la database et on va voir la partie J-3 que l'on voyait tout à l'heure. À aujourd'hui, pour répondre à la question, c'est Nutanix qui s'occupe de tout ça. Vous n'avez strictement rien à faire pour l'optimisation et les règles de best practice d'un point de vue déploiement de base de données entre la partie data et la partie journaux de transaction, et encore une fois, quel que soit le moteur. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour le moment, n'hésitez pas à en poser. Ça marche. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, on a une partie section administration qui peut être intéressante aussi. On a la possibilité de mettre à jour en fait la partie Nutanix DB directement avec le fameux one-click upgrade hein, qu'on connaît à Nutanix aujourd'hui. NDB n'est là que pour administrer et orchestrer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien l'arrêter si vous le souhaitez. Vos bases de données vont continuer de tourner. Hein. Il est juste là pour la partie paramétrage et pilotage. Euh, Pour en terminer, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'être alerté par mail hein, sur tout ce qui se passe au niveau de NDB. Mais gardez en tête que NDB aujourd'hui est une plateforme as a service que vous pouvez avoir directement chez vous, on-premise, dans vos data centers, sur votre cloud privé, par exemple chez OVH, ou sur du cloud public, peu importe. C'est encore une fois la même interface. Ok. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Est-il possible de faire du cleaning UDB avec de l'anonymisation à la volée pour la mise à dispo d'équipes dev, par exemple? Alors, c'est une bonne question. Et c'est quoi? C'est de pouvoir cloner de la base de données, mais pour autant derrière de pouvoir, on va dire, de pouvoir lancer des traitements en post-process pour
personnaliser ou pour peut-être épurer la base de données sensibles qui n'ont pas besoin d'être récupérées de l'autre côté. Donc, la réponse est oui à aujourd'hui. Je ne l'ai pas forcément montré tout à l'heure, mais lorsque l'on déploie un serveur de base de données, on a la possibilité d'enregistrer, par exemple, sur le souhait, des nouvelles databases sur des serveurs qui sont déjà enregistrés, d'accord? De pouvoir, et, ici, de pouvoir créer donc de la nouvelle base de données, le test que tout le monde a vu bien. Je- Qu'est-ce que j'ai oublié? Par là ou de l'autre côté. Euh, je vous montre ça. On a donc ici, lorsque vous déployez un serveur de base de données, alors, encore une fois, il y a la partie API équivalente qui sont le serveur derrière, mais lorsque vous avez un nouveau serveur de base de données ou une nouvelle base de données, vous sélectionnez le profil applicatif, le profil compute, le profil réseau, vous saisissez le mot de passe administrateur local qui va bien. Vous avez également la possibilité de déterminer des paramètres euh, de profil de database, notamment sur n'importe quel d'ailleurs, avec comment dire, des paramètres spécifiques. Par exemple, je pense notamment à Oracle avec la SGA, la PGA, en fonction du compute profile notamment. Tac à tac. On arrivait sur ce que je voulais vous montrer. Database name, blablabla. Bref, on fait ce qu'on veut, on détermine la grosseur de la base, les paramètres, et ici, on peut du coup lancer des commandes en pré-traitement ou post-traitement. D'accord. Donc c'est là où on est capable notamment de construire une base de données par rapport à une sauvegarde et de pouvoir lui lancer des traitements pré et post, et le tout de pouvoir le récupérer dans son ensemble en API équivalent. Et c'est là où on a juste à faire en fonction de si c'est un script shell, PowerShell ou un, un appel type API REST avec un format JSON. On est capable de récupérer, de pouvoir préparamétrer le type d'action que l'on souhaite personnaliser. Euh, côté, Cédric, une question supplémentaire, oui, côté ouais, licensing. je vois donc Julien qui pose une question. Côté licensing, comment ça fonctionne? Alors, c'est un licensing particulier. Ce n'est pas lié à la partie NC ou à la partie NCM du portfolio 2.0 de chez Nutanix. Donc, vous avez la possibilité de licencier tout un cluster Nutanix si vous ne souhaitez que faire du serveur de base de données dessus. Ou alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on licencie en fait le cluster au cœur physique en fonction de sa configuration matérielle. Ou alors, on a la possibilité de licencier NDB au cœur virtuel déployé sur les serveurs de base de données et géré et maintenu par Nutanix DB. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelques VM ou une pluralité de VM sur votre cluster qui, pour une partie, sont gérés par Nutanix DB et que pour l'autre, bah, c'est géré de manière traditionnelle. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Pas d'autres questions? Ok. On dirait que non. Eh bien, écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à maintenir les délais et la représentation. Bien Ah, évidemment. une Oui. question, Cédric, qui vient de tomber. Ok. Alors, une question de Marwan, à savoir comment fonctionne la partie haute disponibilité en fonction en fait en fonction des moteurs. Je ne l'ai peut-être pas forcément appuyé sur cette partie-là, mais lorsque vous avez ici la possibilité de provisionner en fait un moteur de base de données, vous avez notamment pour ceux
sur lequel la partie haute disponibilité est disponible, vous avez la possibilité de choisir le mode. Typiquement avec Oracle, si on veut déployer un serveur standard, ben, on va faire un single instance database. Si par contre on veut déployer un cluster Oracle, on va s'appuyer du coup sur la partie RAC qui est propre au moteur Oracle. Pareillement sur la partie SQL, on peut desservir de la database classique ou sinon on fait de l'availability ou du failover cluster instance. Sur Postgre, on va avoir quoi? Ben, de l'achat instance et sur du MongoDB, vous aurez la petite réplication de set. Donc là, encore une fois, après, vous avez du coup quelques champs supplémentaires en fonction du mode de haute disponibilité spécifique au moteur qui vous permettront derrière de faire le nécessaire. Typiquement, si je fais un failover cluster instance, on va avoir la possibilité de créer un nouveau cluster, d'enregistrer un cluster qui est déjà existant, puis après, derrière, du coup, vous aurez la possibilité de sélectionner les mêmes profils dont on a parlé tout à l'heure. Bien évidemment, qui dit cluster dit notion de quorum. Alors là, du coup, on va réutiliser les termes qui sont propres au moteur, à savoir qu'on aura un quorum witness avec les différents modes qui sont spécifiques au moteur SQL, qui sont la partie disque, la partie file share, ou si tout simplement on ne veut pas de witness. Hein, mais l'idée, c'est qu'en fait, le formulaire, les différentes étapes vont être customisées, vont être personnalisées en fonction du moteur et du lexique qui correspond. D'autres questions? Non, pas pour l'instant. Peut-être quelques-unes qui vont venir encore. N'hésitez pas, hein. Profitez-en. Excusez-moi. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions pour le moment. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Euh, Comme je me l'apprêtais à vous dire tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible de LinkedIn, de notre site web, de nos adresses mail respectives, etc. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions sur les différents moteurs, si vous avez des projets, si vous avez des questions qui sont spécifiques à certains contextes, on sera bien entendu ravis de pouvoir les répondre. En tout cas, merci à tout le monde. Euh, merci Mehdi, je vais essayer de me reposer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.